Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission Science et civilisation, Ilm wa Hadara. Aujourd'hui, nous allons pérégriner, voyager autour d'une très grande figure philosophique qui est un monsieur monde entre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. Mon invité s'appelle Souleymane Bachir Diagne. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette émission. J'ai commencé par dire philosophe monde parce que voilà, vous venez du Sénégal, vous avez commencé par faire vos études au Sénégal. Peut-être nous dire un petit mot de votre première formation et puis nous continuerons la pérégrination qui a été la vôtre durant votre formation. Merci de m'accueillir et merci d'accueillir la pérégrination qui a été la mienne, qui a commencé pour ce qui est de ma naissance dans la ville de Saint-Louis du Sénégal et qui a commencé pour ce qui est de mes études dans une ville du sud du Sénégal qui est Ziguinchor. Parce que c'est dans la ville de Ziguinchor que mes parents se sont retrouvés, affectés comme fonctionnaires des postes. Et j'ai commencé donc une école maternelle déjà à Ziguinchor. J'y ai fait également une partie de mes études primaires avant de terminer ces études primaires dans la capitale, à Dakar, où j'ai fait mon lycée aussi, le lycée Van Vollenhoven. Et c'est après le bachot, au lycée Van Vollenhoven, que je suis allé à Paris, Voilà. Où j'ai fait les classes préparatoires aux grandes écoles. Dans un lycée très prestigieux, le lycée Louis-le-Grand. Oui. Vous avez été après normalien, intégré l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Et vos premiers travaux en philosophie, c'est des travaux de la grande rigueur logique algébriste. Un certain Boole, Oui. l'algèbre de Boole. Vous avez contribué à le faire connaître en France puisque vous avez traduit son ouvrage majeur. Je vous laisse annoncer le titre. Oui. Alors, le titre, c'est An Investigation of the Laws of Thought. Et c'est en effet l'ouvrage majeur de Georges Boole. Les lois de la pensée. Les lois de la pensée. Je dois dire d'ailleurs que quand je suis allé en France pour faire les classes préparatoires, j'avais hésité entre des études de mathématiques, des études d'ingénieur qui m'auraient mené à l'INSA de Lyon et les classes préparatoires où j'aurais fait de la philosophie. J'ai choisi finalement de faire de la philosophie, mais une certaine passion pour la rigueur mathématique avait continué à m'habiter. Donc après l'agrégation, lorsque je cherchais un sujet de thèse, s'est imposé assez naturellement à moi l'idée de travailler en histoire de la logique, l'histoire de la rencontre entre la logique et les mathématiques. Et c'est ainsi que je me suis intéressé à l'algèbre de Boole, que beaucoup d'informaticiens, par exemple, sont familiers avec l'adjectif booléen. Oui. Le booléen s'emploie beaucoup. C'est ça. Mais on ne sait pas toujours que derrière booléen, il y a évidemment Boole, Georges Boole. Et c'est Georges Boole qui a organisé cette rencontre entre la logique et l'algèbre. Et c'est cette rencontre que j'ai étudiée dans ma thèse et dans mes premiers livres, en effet. Et il est vrai que dans cette émission, j'accueille beaucoup de gens dits scientifiques, mais je contribue aussi dans cette émission à montrer la continuité entre la philosophie et les sciences, Et de ce point de vue-là, les premiers travaux qui ont été les vôtres sur l'écriture, le calcul symbolique sur les lettres. Le calcul sur les lettres, c'est l'informatique aujourd'hui. On calcule à partir de symboles. Et c'était quelque chose de très novateur au 19e siècle, de calculer non seulement sur des nombres, ça s'appelle l'arithmétique, mais calculer sur des lettres. Et donc, Georges Boole a été un des premiers à lancer le calcul symbolique. Alors, après ce travail qui construit, je suis d'accord avec vous, de la rigueur, qui donne les réquisites de la rigueur pour la pensée, vous avez été, alors c'est une pérégrination à la fois physique
et mentale, c'est-à-dire que vous êtes revenu enseigner, je crois, au Sénégal à un moment. Oui, oui. Alors, j'ai fait un petit détour, parlant de pérégrination, j'ai fait un petit détour par les États-Unis. Ma première visite aux États-Unis a été sur un programme d'échange entre l'École normale supérieure où j'étais encore élève et Harvard University où je suis allé passer un an. D'ailleurs, une année qui a été décisive pour moi, c'est l'année où j'ai rencontré le philosophe Hilary Putnam, et dont les conseils ont été décisifs pour l'accélération du travail que j'effectuais à ce moment-là sur l'algèbre de boules. Je suis rentré ensuite en France, à l'école normale où j'avais encore 2 ans de scolarité avant de terminer. Et lorsque j'ai terminé mes études après l'agrégation et une première thèse de 3e cycle, parce que je fais partie de la génération de ceux qui avaient encore 2 thèses, la thèse de 3e cycle et la thèse d'État, j'ai décidé de retourner au Sénégal. Et mon intention en rentrant au Sénégal était de créer un enseignement de logique, de philosophie des sciences, d'histoire des sciences, et je trouvais important en effet dans les départements de philosophie de notre continent et dans le département de philosophie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, d'avoir un enseignement d'épistémologie, de philosophie et de sociologie des sciences. Et c'est grâce à vous d'ailleurs qu'après il y a eu une pérennité de cet enseignement au Sénégal autour de l'histoire et de la philosophie des sciences, de la logique, de l'épistémologie et de l'histoire des sciences. Oui, je suis heureux que quand je suis parti 20 ans plus tard et que j'ai passé l'Atlantique pour aller enseigner aux États-Unis, des étudiants que j'avais formés se sont chargés de cet enseignement-là qui existe toujours et qui a essaimé parce que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est une sorte de hub, si on peut oser le franglais, universitaire. Et beaucoup d'étudiants sont venus se former au département de philosophie et ensuite sont retournés dans leur pays respectifs. Donc il y a des enseignements de même nature qu'on peut trouver au Congo, qu'on peut trouver au Niger, qu'on peut trouver ailleurs sur le continent. Voilà, et à partir de là, puisque vous parlez et de l'Afrique et des États-Unis, vous avez été rejoindre l'université d'abord de Chicago, puis maintenant, je le dis aux téléspectatrices et aux téléspectateurs, vous êtes professeur à Columbia, mais avant d'arriver à New York, vous êtes d'abord passé par l'université de Chicago, et c'est là peut-être que, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi, que votre champ de compétences s'est élargi, que vous vous êtes intéressé à la philosophie de la culture, que vous avez commencé à explorer toute la tradition islamique avec des travaux remarquables et remarqués sur la philosophie islamique. Ça a commencé à Chicago ? Ça avait commencé déjà à Dakar, dans les dernières années de mes enseignements à Dakar. À un moment donné, le département de philosophie de l'université de Dakar a jugé bon, et c'était tout à fait salutaire, d'avoir un enseignement de ce qu'on appelle académiquement la philosophie islamique. Et alors, aucun d'entre nous n'avait eu une formation directe dans un domaine comme celui-là. Je pouvais me charger de cet enseignement beaucoup plus parce que j'avais une tradition familiale d'un islam lettré, et là, les livres que j'expliquais à mes étudiants, ce sont des livres que j'avais rencontrés dans la bibliothèque paternelle. Et donc, je me suis chargé de cet enseignement-là. Mais vous avez raison, c'est au moment où j'ai été invité à l'université de Northwestern University à Chicago, à être d'abord visiting professor, que j'ai donné là-bas un enseignement dans ce domaine de la philosophie islamique. J'étais en train à ce moment-là d'écrire mon livre sur le philosophe indien Mohammed Iqbal. Voilà, et j'ai donc donné cet enseignement à Northwestern University. C'est devenu un de mes champs, en plus du champ de l'histoire de la philosophie, à laquelle j'avais été formé, et de la philosophie de l'algèbre, qui avait été également ma spécialité. Par ailleurs, alors, à Northwestern University, on me demandait également d'intervenir dans le Program of African Studies, le programme d'études africaines,
Et là, il était question de réfléchir avec d'autres collègues d'une manière totalement interdisciplinaire sur les problèmes philosophiques tels qu'ils pouvaient se poser en Afrique. Par exemple, la signification de l'art africain et des questions de cette nature. Et c'est donc à ce moment-là que mes champs de recherche, d'enseignement et d'écriture philosophique se sont élargis. Et je peux dire que c'est à partir de ce moment-là véritablement que les 3 domaines dans lesquels aujourd'hui j'écris et j'enseigne, c'est-à-dire l'histoire de la philosophie en général, l'histoire de la philosophie dans le monde de l'islam, les questions de logique, etc., se sont affirmés et se sont imposés à moi. Et tout naturellement. Tout naturellement. Et tout naturellement. Mais oui, parce que les questions philosophiques, on les rencontre, vous le savez bien, on les rencontre. Et donc, on ne peut pas simplement décider qu'on va rester dans une spécialité et s'enfermer dans cette spécialité, parce que things happen, des choses arrivent. Et mind is interaction. L'esprit, c'est de l'interaction. Exactement. Donc, vous avez rencontré des publics différents aux États-Unis, et puis vos recherches ont été alimentées aussi par ces rencontres diverses. On a mentionné très rapidement, et peut-être c'est le moment maintenant de plus développer. Nous sommes dans la deuxième partie de notre émission, autour de vos recherches à proprement parler. Et donc, on a mentionné Mohamed Iqbal. Donc, cette figure pakistanaise très importante qui émerge en même temps que ce pays qu'on appelle le Pakistan. Et vos travaux, justement, orientés sur cette figure, ont mis en évidence tout l'aspect processuel, dynamique de la religion et peut-être avant tout de la piété religieuse. Alors, justement, j'aimerais bien que vous donniez plus d'éléments que ce chapeau ouvert qui a été le mien de dire que c'est de la religion dynamique et de la religion processuelle. Absolument, vous avez bien entendu tout naturellement utilisé les expressions qu'il fallait. Je dois d'abord dire que ma rencontre avec Mohamed Iqbal repose sur le fait que dans l'enseignement qui avait été le mien, dont nous venons de parler, de la philosophie dans le monde de l'islam, j'ai voulu ne pas m'en tenir simplement à la période classique habituelle qui va du 9e siècle au 13e en général, disons de Al-Kindi à Averroès, et je me suis intéressé à des problématiques actuelles de philosophie dans le monde de l'islam, donc 19e siècle, fin 19e siècle, 20e siècle. Al-Afghani, par exemple, et puis Mohamed Iqbal. Et de Mohamed Iqbal, j'ai dit la chose suivante, c'est quelqu'un qui, lorsque je l'ai lu, m'a révélé à moi-même ce que je pensais. Et je crois que c'est cela, un auteur important pour nous. Étant moi-même un intellectuel musulman, intéressé évidemment à la tradition intellectuelle et spirituelle qu'est l'islam, la rencontre avec la pensée d'Iqbal a été une rencontre tout à fait décisive. Parce que, et vous avez utilisé à juste raison l'expression de religion dynamique, voilà quelqu'un qui a pensé la cosmologie coranique comme une cosmologie du mouvement, une cosmologie émergente. Pour le dire en termes simples, il a rappelé au moyen d'un certain nombre de versets dans le Coran, par exemple un verset qui dit que Dieu ajoute à sa création ce qu'il veut. Il a pris très au sérieux cette idée que l'activité créatrice de Dieu est continuellement à l'œuvre dans le monde. Ce n'est pas un acte... Une création processuelle. C'est une création processuelle. Ce n'est pas un acte qui a été posé une fois pour toutes, d'émergence d'un monde qui ne restait plus qu'à contempler. C'est une activité qui est à l'œuvre dans le monde continuellement. Et il ajoute à cela également que l'humain, en tant que lieutenant de Dieu, pour reprendre une traduction possible du mot khalife, est partie prenante de ce mouvement de création continue du monde. Il est de la responsabilité de l'humain
in charge au sens anglais. Exactement. En responsabilité. C'est une responsabilité, en effet. Il dit que l'humain est celui qui a reçu le dépôt de la personnalité. C'est d'ailleurs ce que dit le Coran. Nous vous avons confié ce dépôt. Si nous l'avions confié aux montagnes, on aurait vu les montagnes s'écrouler et tomber en poussière. L'humain s'en est chargé, même s'il est rebelle. Eh bien, cette responsabilité dont s'est chargé l'humain, c'est la responsabilité d'accompagner ce mouvement de création continue du monde. Et donc, et ce faisant d'ailleurs, l'humain se réalise ce qu'il a à être. Donc, la personnalité qui lui est confiée, c'est d'abord et avant tout la tâche qui est la sienne de devenir pleinement humain, de se réaliser comme Insan Kamil, qui est une expression que l'on trouve également dans la tradition intellectuelle et spirituelle de l'islam. Au lieu de vous éloigner de votre première formation en France, voilà que toute cette incursion dans l'œuvre de Iqbal, Mohamed Iqbal, pakistanais, vous, Souleymane Bachir Diagne, vous avez repris cette tradition de la philosophie ouverte, de la religion ouverte, de la société ouverte, à travers les concepts de Bergson, Henri Bergson, un philosophe du XXe siècle lui aussi, et vous avez fait ce travail, d'aucuns diraient interculturel, je dirais interphilosophique, de mise en conversation d'un philosophe français avec ce philosophe et islamologue Mohamed Iqbal. Et permettez-moi, avant de vous redonner la parole, et tout cela précisément reconnecté à l'Afrique, au post-colonial, c'est-à-dire à la réouverture et à la renaissance culturelle des sociétés africaines. Est-ce que ce travail d'équilibriste que je viens de faire vous convient? Ah, il me convient tout à fait, parce qu'en effet, il était relativement naturel de réfléchir à cette convergence et à cette affinité entre la philosophie de Mohamed Iqbal et celle de Bergson. Vous l'avez rappelé d'ailleurs, parce que les concepts que nous avons utilisés dans la conversation sont des concepts très bergsoniens. Le concept de religion dynamique, le concept de société ouverte. Et cette conversation était d'autant plus facile à établir et à explorer qu'ils se sont rencontrés effectivement. Iqbal et Senghor. Vous allez voir pourquoi j'ai eu ce lapsus tout à l'heure. Iqbal et Bergson se sont en effet rencontrés et ont discuté du temps. Et justement de cette cosmologie émergente dont je viens de parler. Alors maintenant, la raison pour laquelle j'ai eu ce lapsus en vous parlant de Senghor, Léopold Sédar Senghor, le philosophe, poète et homme d'État sénégalais bien connu, c'est que Senghor a été très influencé lui aussi par Bergson. Il a effectué la rencontre entre les cosmologies africaines et la philosophie bergsonienne de l'élan vital. Et donc, voilà un triangle qui s'est tout naturellement établi dans mon travail, un triangle Bergson-Iqbal-Senghor, qui est un triangle remarquable parce qu'on voit le philosophe Bergson, qui était un philosophe juif attiré par le catholicisme, même s'il est resté au bord de la conversion, avoir des affinités profondes avec un penseur musulman comme Mohamed Iqbal et avoir exercé une influence profonde sur le penseur catholique qu'est Léopold Sédar Senghor. Je vous interromps là, vous me faites penser à une très belle expression de Paul Ricoeur, plus on approfondit sa culture, plus on rejoint les autres cultures. Exactement. Et c'est précisément en cela que Senghor, pour parler maintenant des cultures africaines et des cosmologies africaines, a dit à moitié en plaisantant d'ailleurs de Bergson, que c'est Bergson qui a retrouvé la voix des Africains. Autrement dit, il n'estime pas, il ne pense pas que ça soit simplement une influence de Bergson sur lui. C'est que Bergson lui aura montré aussi une certaine manière d'approcher et de penser les cultures africaines. Et d'ailleurs, Senghor résume cela en une magnifique formule qui doit être la formule pour toutes les convergences. Il dit qu'il faut toujours mesurer l'orgueil d'être différent au bonheur d'être ensemble.
on ne trouve pas meilleure formule probablement pour définir la relation qui doit exister entre la saisie de son identité propre, la saisie de ce qui constitue sa propre culture, les appartenances multiples qui sont les nôtres, et la manière dont ces appartenances s'inscrivent dans un certain humanisme, dans un certain horizon d'universalité. Un concert de la pensée. Mais voilà. Et voilà, et effectivement, il faut pratiquement mettre utiliser en musique ces termes musicaux de concert, d'harmonie, pour bien montrer qu'il s'agit de jouer sa partition, évidemment, de jouer de son instrument, et donc d'affirmer sa propre différence et d'en être fier, mais également d'inscrire cette partition, d'inscrire le son de son instrument dans le concert qui nous constitue en tant qu'une humanité, en tant que cette société ouverte dont Bergson disait justement quelle devait être notre finalité, sortir de nos tribus pour viser un horizon d'universalité et un horizon d'humanité. Vous avez prononcé le mot de convergence parce qu'effectivement, ces trois figures, l'une africaine, Senghor, l'autre française, européenne, Bergson, l'autre indienne du continent indien, pakistanaise, Mohamed Iqbal, ne donne pas lieu du tout à une fragmentation. C'est pourquoi je reprends votre mot de convergence et précisément tout cela converge, comme vous dites, dynamiquement vers cette finalité qui est la réalisation de l'humain. Et vous avez beaucoup réfléchi sur la notion d'universel qui est au cœur de cette convergence. L'universel, dans notre tradition philosophique commune, vous et moi, on le sait, dans une certaine tradition européenne, l'universel a été associé un peu à la promotion d'une civilisation dite européenne. Et vous avez fait tout un travail de déconstruction, reconstruction de cet universel et vous l'avez orienté, j'aimerais vous entendre là-dessus, également sur la grande entreprise humaine de traduction. Absolument, parce qu'en effet, notre période est une période qui marque, il faut le dire aussi nettement, la fin de l'universalisme européen. J'appelle universalisme européen, avec d'autres évidemment, la manière dont l'Europe, à un moment donné, dans son propre récit de soi et dans son autodéfinition, a estimé que tout naturellement, ce continent, cette région du monde se trouvait à la verticale de l'universel, donc dépositaire de l'universel qui lui appartenait en propre, qui définissait ce continent européen. En particulier, nous le savons, dans la discipline philosophique, la construction à partir du 19e siècle de l'idée selon laquelle la philosophie est tout naturellement européenne et exclusivement européenne. Et les civilisations se rapportent toutes à la civilisation européenne. Exactement. Et donc, cela a justifié toutes les missions civilisatrices et donc le colonialisme. Et donc, nous avions là une figure d'un universel impérial, d'un universel qui s'autodéfinit et qui est tout naturellement fondé à s'imposer au reste du monde. Un philosophe comme Husserl le dit d'ailleurs de manière directe quand il dit que l'Inde devrait s'européaniser alors que l'Europe, dit-il, n'a aucune raison de s'indianiser. Voilà la figure de l'universalisme qui s'est terminée avec les décolonisations. Les décolonisations, le monde décolonisé dans lequel nous vivons aujourd'hui, ça signifie que le monde est pluriel. Il est tissé de cultures plurielles, de langues plurielles et toutes équivalentes, toutes porteuses d'universalité. Et par plus de 2500 langues parlées en Afrique. Mais voilà, par exemple. Et on devrait considérer cela comme une richesse. Bien sûr. Eh bien, plus question donc d'avoir un universel qui tomberait de haut, ce que le philosophe Merleau-Ponty appelait un universel de surplomb, à quoi il oppose un universel latéral. Oblique. Oblique, horizontal. C'est-à-dire que des cultures équivalentes, côte à côte, sur un même plan d'immanence, vont aujourd'hui essayer de créer ce concert de l'universel ensemble, dans la négociation. Une négociation d'ailleurs qui s'impose à nous, parce que nous nous rendons bien compte que nous faisons face à des défis qui commandent que l'humanité soit une et que sa réponse à ces défis soit une réponse de convergence. Le défi climatique. Transgénérationnel, transnational. Absolument. Le défi également sanitaire.
Nous sommes en train de sortir tout doucement, enfin, d'une pandémie qui nous a révélé à nous-mêmes, si besoin en était, que nous étions une seule et même espèce. Le virus qui nous a attaqués n'a pas regardé nos frontières, il a passé allègrement à travers les frontières, nous révélant à nous-mêmes que nous étions une seule et même espèce et que donc il nous faut apprendre à répondre comme une seule et même espèce. Dans cette convergence qu'il nous appartient de construire en dehors de toute prétention à être en soi-même l'incarnation d'un universel. Cet universel, nous allons le forger ensemble, l'inventer ensemble, le poursuivre ensemble, et c'est bien la signification de la fin de l'universalisme. Et c'est la raison pour laquelle je dis, et ce n'est pas un paradoxe, que la fin de l'universalisme, ce n'est pas la fin de l'universel, c'est peut-être même le commencement du vrai universel. Et c'est ce travail que vous menez précisément à l'Université de Columbia où vous êtes maintenant, Souleymane Bachir Diagne, ce travail également orienté vers les études africaines où vous avez ces dernières années beaucoup produit de choses, en particulier je pense à ce livre d'entretien avec Jean-Louis Amsel, En quête d'Afrique. Vous dirigez l'Institut d'études africaines de Columbia et précisément pour accrocher à notre conversation de l'instant sur cette émergence de l'universel enfin, il y a toute une tradition aujourd'hui, je dirais même tradition, qui s'oriente autour des études dites post-coloniales. Et vous, à juste titre, vous dites, me semble-t-il, que le post-colonial ne doit pas donner lieu à du différentialisme. Absolument, parce que considérer par exemple que le post-colonial c'est le triomphe du relativisme, désormais il n'y a plus que des insularités culturelles, chacune ne se justifiant que dans son contexte propre, c'est la fin de l'idée même d'humanité. On va avoir des humanités juxtaposées, des identités juxtaposées, et nous n'aurons pas le même espace qui serait un espace d'échange, un espace de dialogue, un espace de partage, parce que nous parlerions des langues différentes qui nous enferment dans des manières de penser différentes. Et donc, entre l'universalisme abstrait et le relativisme absolu, il y a place pour le pluralisme. Et un petit mot sur la traduction avant que nous arrivons presque à la fin de l'émission. Et ça veut dire qu'à voilà. Ce moment-là, pour parler même langage à partir de nos langues différentes, c'est la traduction. Et donc, c'est la meilleure figure de cet universalisme latéral dont je parlais tout à l'heure. Raison pour laquelle mon travail aujourd'hui se concentre beaucoup sur l'idée de traduction comme la meilleure métaphore possible pour la rencontre à partir de la différence de nos langues et de nos cultures. Et faire entendre des langues qu'on n'entend pas suffisamment dans le monde, le Wolof, oui. Jamgam, Jamrek, Salam Jam, Jamrek, alhamdulillah, voilà, c'est important. Pour finir, tout à fait, je sais que vous aimez beaucoup cette contrée, le Maroc, vous participez beaucoup à des rencontres aujourd'hui. Nous sommes à la Villa des Arts, dont je remercie beaucoup la directrice, Madame Mouline, qui nous accueille. Vous participez aux travaux de l'Académie du Royaume du Maroc. Vous avez cette fibre avec la Tijaniya et vous aimez particulièrement cette ville de Fès où Tijani est enterré. Un petit mot avant qu'on termine sur votre attachement au Maroc. Absolument, je me considère comme fasci de ce point de vue-là. Et comme tous les Sénégalais, je considère que quand je suis au Maroc, je suis chez moi. Et j'ai toutes les raisons de le penser parce qu'en plus, dans le milieu intellectuel marocain, le milieu philosophique, je compte des amitiés très solides. Et si vous me permettez ce mot personnel, évidemment, vous en êtes un représentant. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence lumineuse dans cette émission. Je vous remercie, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, pour votre attention et vous dis à une prochaine fois. Au revoir.